Les députés ont voté mardi en faveur du projet de loi Avia visant à lutter contre la haine sur Internet. Un texte liberticide qui devrait donner de larges prérogatives à des acteurs privés. Les oppositions politiques se sont, de leur côté, faites bien discrètes. Les galères se suivent et se ressemblent à la SNCF, régulièrement pointée du doigt pour ses nombreux retards. La société ferroviaire doit à nouveau faire face à la colère des voyageurs après la suppression d'une grande partie de ses points de vente physiques. Alors qu'Agnès Buzyn prépare un plan pour endiguer les pénuries de médicaments, l'Agence de sécurité nationale du médicament pointe les dangers de la surconsommation de paracétamol, un double coup pour la sécurité sociale. Madame, Monsieur, bonsoir. La proposition de loi contre la haine sur Internet a été votée par les députés. Flou et controversé, le texte devrait surtout servir à limiter encore un peu plus la liberté d'expression sur Internet. Explication avec Olivier Frère-Jacques. Lutter contre la haine sur Internet, à défaut de mettre à mal la délinquance grandissante dans l'espace public, La République En Marche s'attaque à la cyberhaine. À la manœuvre, le député de Paris Laetitia Avia, qui s'était fait connaître en 2017 en mordant un chauffeur de taxi. Cette dernière a souhaité peser de tout son poids dans la proposition, n'hésitant pas à mettre en scène son parcours personnel au mépris de ce qu'est une loi en droit français, son caractère impersonnel et général. Cette proposition de loi porte en elle mon histoire, celle d'une femme qui n'accepte plus d'être insultée de négresse sur les réseaux sociaux. Un député qui règle ses comptes personnels et prend sa petite revanche, mais derrière l'opération de communication du député Avia se cache en réalité un vrai danger législatif. Ainsi, le texte entretient le flou sur la notion de haine, laissant une libre interprétation à l'autorité publique et aux puissances privées. Le texte, pourtant important, est donc passé en toute discrétion en plein été. Et pourtant, un vrai débat, ou tout au moins un débat plus large, eût été légitime. En effet, en limitant la liberté d'expression sur Internet, la majorité muselle un peu plus ce qui peut rester d'opposition dans le paysage politique et définit toujours plus ses propres règles du jeu. La proposition de loi s'articule autour de 8 articles seulement. Parmi ceux-ci, l'article 1 est tout particulièrement inquiétant et définit un nouveau régime de responsabilité administrative applicable aux opérateurs et plateformes à fort trafic, comprendre YouTube, Facebook ou Twitter. Ces acteurs d'Internet disposeront de 24 heures après notification pour supprimer des contenus considérés par l'autorité publique comme incitant à la haine ou à la discrimination pour des raisons raciales, religieuses, sexuelles, de handicap, etc. Reste encore à savoir ce qu'est une discrimination, ce qui peut encore relever de l'opinion ou ce qui relèvera de l'humour. Les opérateurs manquant à leurs obligations s'exposeront de leur côté à des sanctions pouvant atteindre 4% de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Reste à savoir aussi comment la France pourrait imposer une telle sanction à des géants comme Google ou Facebook, qui aujourd'hui peuvent paraître à de nombreux égards plus puissants que la petite République française. L'inspiration du texte est pour sa part expliquée en préambule. Les signataires y dénoncent le peu de plaintes en matière d'expression sur Internet et s'émeuvent ainsi de l'absence de pénal et de répression sur le web. Un espace de liberté en trop probablement pour la majorité. Sont aussi évoqués l'épisode de la Ligue du LOL qui a semble-t-il traumatisé quelques élus ou encore un texte de loi de nos voisins allemands d'octobre 2017 pris comme exemple. Face à l'arsenal répressif mis en place par la majorité, un député, François Ruffin, n'a pas hésité à dénoncer une censure privée et confiée à des géants du numérique qui n'ont aucune légitimité en la matière, si tant est que qui que ce soit ait une quelconque légitimité en matière de limitation de liberté d'expression. Côté candidat à la présidentielle, Marine Le Pen n'a pas participé au débat dans l'hémicycle et c'est le très actif député Sébastien Chenu qui s'est chargé de dénoncer le texte, notamment dans les médias. Quant à Nicolas Dupont-Aignan, il ne s'est pas exprimé sur le sujet.
La très faible résistance parlementaire face au texte, notamment de la part de personnalités censées incarner une certaine forme de dissidence politique, a de quoi inquiéter et illustre bien la déconnexion de toutes les élites vis-à-vis d'un outil Internet qui permet encore de disposer d'un certain espace de liberté d'expression. La SNCF fait encore des siennes. Connue pour ses grèves et ses nombreux retards, l'entreprise ferroviaire a franchi un nouveau cap en supprimant progressivement ses points de vente physiques. Un changement peu judicieux en pleine période de départ en vacances. Thibaut Bastide. Des guichets fermés, des files d'attente interminables pour retirer son billet, des difficultés à réserver en ligne ou encore un panel d'offres et de réductions parfois difficiles à décrypter. Les colères sont nombreuses de la part des voyageurs en cette période de départ en vacances. Alors que de nombreux Français, près de 25 millions sur les mois de juillet et août, ont décidé de faire confiance à la SNCF pour leur trajet, les vacances estivales n'ont pas débuté sous les meilleurs auspices pour bon nombre d'entre eux. En effet, lors du premier véritable week-end de départ, les voyageurs ont dû s'armer de patience. En cause notamment la fermeture des points de vente physiques. Dans certaines gares parisiennes, les voyageurs ont fait la queue jusqu'à 2 heures pour espérer acheter un billet au guichet. La CFDT Cheminot est même allée jusqu'à chronométrer les temps d'attente moyens. Si les gares parisiennes sont particulièrement touchées, le problème est le même en région où la moitié des guichets sont fermés. Ainsi, à Toulouse, le temps d'attente s'élevait à 1h20 quand à Lille, il était d'1h30. De quoi provoquer la résignation de certains voyageurs, voire générer des heurts entre clients et guichetiers encore présents. Une nouvelle dégradation du service alors même que près de 5000 postes ont déjà été supprimés ces dernières années. Pour se défendre, la direction de la SNCF évoque l'explosion des achats par Internet qui représenterait près de 80% de l'activité. Une nouvelle fois, la SNCF se retrouve confrontée à la colère de ses voyageurs alors que les ennuis s'accumulent depuis de nombreuses années. En effet, entre les retards de train, les grèves récurrentes de cheminots et des tarifs toujours plus élevés, cette nouvelle goutte pourrait être celle de trop. Face à la levée de boucliers des voyageurs et des syndicats de cheminots, le ministre des Transports, Elisabeth Borne, est montée au créneau affirmant que l'afflux avait été sous-estimé. Une défense un peu légère alors que le scénario se reproduit chaque année. Dans un communiqué, la SNCF précise notamment que 150 agents vont être mis en renfort entre 8h et 20h dans les 5 grandes gares parisiennes. Un renfort de personnel qui n'est cependant pas prévu dans les grandes gares en région. De plus, il ne devrait être effectif que pour la seule période estivale. Ainsi, les machines resteront, mais les renforts humains ne sont que temporaires, laissant entrevoir un retour à la case départ à la rentrée. Un retour à la case départ pour mieux recommencer l'année prochaine. Sonnette d'alarme sur le paracétamol. L'Agence nationale de sécurité du médicament alerte les autorités sur les dangers de la surdose de cet antalgique souvent autoprescrit. Un problème de santé publique mais aussi d'argent public. Doliprane, Dafalgan, Efferalgan, Fervex, ces médicaments bien connus ont un point commun. Ils contiennent du paracétamol. Administrés pour leurs propriétés antalgiques, il s'écoule pas moins d'1 milliard de boîtes par an. C'est près de 15 par Français, une progression de 53% en 10 ans. Problème, si l'Agence nationale de sécurité du médicament assure que ces molécules sont sûres et efficaces lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, comprendre le moins possible sur un temps le plus court possible, elles peuvent aussi engendrer des graves troubles. En effet, les complications surviennent lorsque les patients dépassent les doses recommandées. C'est d'ailleurs de cette surdose qu'était morte Naomi Musenga, la jeune femme qui avait téléphoné au SAMU sans être prise en charge l'année dernière. Une surdose mortelle alors même que la jeune femme n'avait pas eu d'ordonnance pour prendre ses médicaments à ce moment-là. En effet, les abus sont en partie rendus possibles par la coutume très répandue en France de l'automédication. Car si 84% des boîtes de médicaments contenant du paracétamol sont prescrites par un médecin, il est rare que le traitement arrive au bout des boîtes. Les restes sont donc souvent pris en automédication pour la bobologie, parfois dans des proportions inquiétantes. Dans ce cadre, l'ANSM a demandé aux fabricants d'inscrire des messages informatifs sur les médicaments. La mention surdosage égale danger, inscrite en rouge vif, devrait donc figurer sur les boîtes avec une explication exhaustive des doses à ne pas dépasser, à savoir 3 mg par jour pendant 5 jours maximum. De même, les personnes de moins de 50 kg, les alcooliques ou les patients souffrant d'une insuffisance rénale ou hépatique devront être d'autant plus précautionneux et préférer les conseils d'un médecin.
En réalité, il n'y a pas d'études précises sur les incidents causés par l'abus de cette molécule, mais le danger de la surdose est toutefois avéré, jusqu'à devenir un véritable problème de santé publique. De plus, les maladies engendrées par les abus seront évidemment prises en charge par l'assurance maladie. De quoi croire parfois que le projet d'Agnès Buzyn de lutter contre les pénuries de médicaments n'est pas une si bonne idée. Et à présent, on passe à l'actualité en bref avec Floriane Janin. Bernard Tapie, relaxé ce mardi, le tribunal correctionnel de Paris a rendu sa décision dans le dossier Adidas Crédit Lyonnais. Selon les conclusions des juges, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que cette sentence ait été surprise par la fraude. 5 ans de prison ferme avaient été requis contre Bernard Tapie. L'homme d'affaires était poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics. Il lui était reproché d'avoir cherché à berner l'État pour récupérer plus de 400 millions d'euros. Une somme qu'il a touchée en 2008 grâce notamment à l'intervention de l'ancien ministre de l'économie, Christine Lagarde, désormais à la tête de la Banque centrale européenne, et qu'il devait théoriquement rembourser. Bernard Tapie n'était pas présent en raison d'une séance de chimiothérapie pour traiter la récidive de son double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Vélib en roue libre, 1 an et demi après la reprise des vélos en libre-service par Smovengo, le compte n'y est toujours pas. En cause, l'énorme masse de vandalisme dont sont victimes les vélos en libre-service. Outre le très mauvais état d'une majorité de vélos, 600 à 1000 Vélib sont volés ou privatisés chaque semaine, rien qu'à Paris. Pour pallier cette perte nette, Smovengo organise des maraudes afin d'en récupérer une partie. Interpol sur les traces de Toutankhamon. Lundi, le comité national égyptien pour le rapatriement des antiquités a demandé à l'Organisation internationale de police criminelle de localiser le masque de Toutankhamon, vendu aux enchères à Londres pour près de 6 millions de dollars à un acquéreur inconnu. L'Égypte s'était opposée à la vente, accusant la maison Christie's d'avoir faussé la provenance et le statut légal de l'objet. Face à ces accusations, la maison d'enchères a publié une chronologie de la manière dont la relique a changé de main entre marchands d'art européens au cours des 50 dernières années, déclarant qu'elle ne vendrait aucune œuvre sans un titre de propriété clair. Un grimpeur s'attaque à la plus haute tour londonienne. Lundi, un individu a entrepris d'escalader à main nue The Shard, le plus haut gratte-ciel du Royaume-Uni, culminant à 310 mètres de hauteur. Les services de secours ont bouclé une partie du secteur près de la Tamise, le temps d'intercepter le grimpeur. Ce n'est pas la première fois que la capitale anglaise est le théâtre de ce genre de performance. En octobre 2018 déjà, Alain Robert, que l'on surnomme le Spider-Man français, avait gravi à main nue et sans matériel une tour de 46 étages de la City, paralysant au passage une partie du cœur financier de Londres. Lazarus, une idole pas comme les autres. Ancien artiste de rue, le chanteur malawite est désormais reconnu pour ses talents vocaux, mais également pour son physique. Il est albinos. Dans un pays où les albinos sont persécutés et découpés pour des rituels de sorcellerie, Lazarus utilise sa notoriété pour défendre les siens à la peau dépigmentée et lutter contre les préjugés. We want Lazarus' name to be up there in the fighting for persons and the rights of everyone with albinism, so whether in Malawi, in Uganda, in Tanzania, wherever. Il ne verra finalement pas l'espace. Samedi, le Sud-Africain Mandla Maseko, qui devait être le premier homme noir envoyé dans l'espace, est mort dans un accident de moto. Celui que l'on surnommait l'Afronaute avait gagné un concours en 2013 organisé par la Axe Apollo Space Academy. Il avait été sélectionné avec 22 autres personnes pour effectuer un voyage d'1 heure dans l'espace, battant au passage près d'1 million d'autres candidats venus de 75 pays. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Land vous parle cette semaine de l'architecte militaire Vauban.
Il est le grand artisan de la ceinture de fer, celui à qui nous devons encore aujourd'hui le dessin de nos frontières actuelles. Mesdames et messieurs, je vous présente un grand homme de notre histoire, le maréchal Vauban. Grâce à sa maîtrise de l'art du siège, cet ingénieur a bâti un immense réseau de citadelles fortifiées pour permettre au roi Louis XIV de régner sur un royaume impénétrable. Mais Vauban n'a pas été qu'un génial ingénieur, il a aussi été un courageux soldat, un homme de terrain, simple et proche du peuple, un ami du roi au caractère bien trempé et un homme brillant intéressé par à peu près tout. Certains l'appellent même le Léonard de Vinci français. J'ai pas les noms, mais il y en a qui l'appellent comme ça, je vous jure. Retour sur le parcours détonnant d'un grand nom de l'histoire de France. Ce soir, retrouvez également Passé Présent. Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent la vie de Magellan et la fin tragique du prince impérial Louis-Napoléon Bonaparte. Le professeur Sylvain Guggenheim présente ensuite l'ouvrage intitulé « Les empires médiévaux ». Et tout de suite, évidemment, vous retrouvez La France de Campagnol de Christian Combaz et Mes libertés politiques de François Billot de Lochner. C'est à présent la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. Décidément, je m'entends très bien avec le beau-frère de notre Léon, qui s'appelle Maxime, et je l'ai même reçu au village à sa demande, enfin la demande de sa femme. Il est venu en voiture, il avait quelque chose à me dire. Alors je vous rappelle que Maxime a été dans la culture, dans la musique, toute sa vie, dans une ville moyenne, de la taille d'Agen, à peu près aussi proche de Toulouse d'ailleurs, et il voulait donc me voir ce jour-là. Et s'il m'a payé le repas au café-restaurant du coin, c'est qu'il avait plusieurs choses à me dire dans la perspective des municipales. J'étais donc assez curieux de l'entendre et nous avons parlé de plusieurs choses, mais le premier sujet vous obligera à attendre demain pour connaître les autres, parce que j'ai trouvé que ça méritait largement une chronique intercalée. C'est le vin rouge, figurez-vous. Ah bon, et pourquoi? Mais parce que c'est un personnage haut en couleur, ce Maxime, qui aime bien le vin rouge, et il en avait marre d'entendre partout dans les médias, qu'il appelle les médias de cul serré, ces véritables campagnes permanentes qui se déchaînaient en ce moment, selon lesquelles même un seul verre de vin était dangereux pour la santé, etc. Et là, ce qu'il m'a dit, en regardant les convives dans la salle de restaurant autour de nous, mérite largement que vous vous attendiez demain pour entendre le reste. Il m'a dit: regardez les gens là qui boivent leurs demi-litres à table, on est samedi, il fait beau, ils sont contents d'être là. Ce matin, ils se sont levés un peu maussades, si ça se trouve, ils n'avaient pas le moral. Et là, ils discutent avec trois copains, on voit leurs soucis s'envoler. Ils disent on va faire ci, on va faire ça, ils sont pleins d'enthousiasme, tout excités par le vin probablement, ou la bière, mais ils perdent leurs inhibitions, ils ont de l'imagination, ils ont de nouveau un courage qu'ils n'avaient pas ce matin. Parce qu'en fait, le vin rouge ou l'apéro, c'est la cocaïne du pauvre. Alors là, tu me diras, on peut se tutoyer, hein, me dit-il. Oui, et c'est mauvais pour les reins, me dit-il, c'est ce qu'on prétend. J'ai répondu qu'il pouvait en effet me tutoyer, mais j'ai jamais dit une chose pareille. C'est pas moi qui ai parlé des reins, lui ai-je précisé. Alors je lui ai dit aussi, j'ai connu des alcooliques dont le cerveau fonctionnait mieux que les reins. Des émotifs, des imaginatifs qui avaient besoin de l'euphorie rampante de l'alcool pour avoir du talent, voire du génie. Et en réponse, cet homme a fait un tableau halluciné des rapports entre le monde des pisse-froids, qui n'avaient aucune chaleur, aucune culture, généralement des Nordiques, des Américains, et qui voyaient le monde un peu comme une clique, des gens qui adoraient l'art contemporain, par exemple. Quand tu vois Bernard Arnault, me dit-il, tu te dis que sa dernière cuite remonte probablement à ses 16 ans et demi.
Et puis, il a parlé également des autres qui avaient, eux, de l'indulgence pour autrui, qui avaient de l'audace, de l'imagination, un sens de la gratuité, de la vanité des choses, et tout ça allait très bien avec le fait de boire un coup de trop parfois. Et en tant que musicien et fils de chef d'orchestre, donc cultureux de père en fils, si on peut dire, la vraie culture, me dit-il, celle qui aime les gens, eh bien, il avait toujours fait, lui, le rapport entre l'ivresse et le génie. Il m'a rappelé que Mozart composait avec un verre de vin blanc sur le clavecin, n'avait jamais rien fait avec modération, on ne pouvait pas dire. Il a dit la modération, c'est la mort. Je lui ai quand même objecté que les immodérés ne vivaient pas longtemps non plus. Il m'a répondu que les immodérés, comme tu dis, ont vu l'essentiel avant les autres, et c'est pour ça qu'ils s'en vont avant les autres. Quand tu as vu ce qu'il y avait à voir en cette vie, eh ben, tu t'en vas. Et alors finalement, il me dit, c'est pour ça que je voulais te voir, j'ai un service à te demander, et là j'ai prêté l'oreille, mais comme ma chronique ne peut pas dépasser 4 minutes, j'espère que vous serez nombreux pour entendre demain ce qu'il avait à me dire. Abonnez-vous, merci. Au beau jour, on voit fleurir la nature sous toutes ses composantes, à laquelle se mélange un nombre incalculable de drapeaux arc-en-ciel. Pendant ces périodes de chaleur, les humains ont en effet décidé de mêler à la beauté de la création des fiertés toutes humaines. Mais quelle fierté? Fierté d'être français? Surtout pas. Fierté d'avoir fondé une belle famille, de gagner honnêtement sa vie? Enfin, vous n'y pensez pas, et puis quoi encore? Non. Cela, il faut en avoir honte, car cela vous entraîne sur la pente glissante du très fasciste travail, famille, patrie. Non, soyons sérieux. Les fiertés légalement autorisées et tolérées dans l'espace public, ce n'est pas tout à fait ça. Dans le désordre et de façon non exhaustive, ces fiertés sont les suivantes. Fierté de s'afficher en couple gay ou lesbien. Fierté d'avoir changé de sexe. Fierté d'avoir commandé un gosse à l'étranger sur catalogue, fierté de pédaler sur son identité sexuelle et, last but not least, comme dirait mon ami Churchill, fierté d'en imposer le coût aux contribuables. Cela, à l'évidence, doit être célébré socialement, mais pas n'importe où. Cela doit se faire dans de grands défilés festifs et colorés, ce sont les termes consacrés, qui va de la Bastille à la République, bien sûr, mais aussi, et c'est la grande innovation 2019, en banlieue, puisqu'une marche des fiertés a été organisée pour la première fois en Seine-Saint-Denis, dans le 9-3 pour les intimes. Avoir choisi le département le plus multiculturel de France, quelle expression pudique, pour accueillir cette manifestation, parce qu'il faut sensibiliser localement des populations qui, comment le dire gentiment, ne sont pas franchement enthousiasmées par la déco arc-en-ciel. Et il faut donc bien aller lutter là-bas, en banlieue, contre l'homophobie, contre les stigmatisations dont peuvent faire l'objet des homosexuels dans les quartiers. Bon, mais alors, on nous aurait menti. Les homophobes, ce ne seraient donc pas les catho-intégristes, les porteurs de l'Oden, le gang des serre-têtes, la mafia des jupes culottes écossaises. Moi qui pensais naïvement qu'il fallait organiser une marche des fiertés dans le village d'Auteuil, ou rue de Bellechasse au cœur de l'antique faubourg Saint-Germain, ou même, pourquoi pas, rue de la Paroisse à Versailles. Me voilà bien surpris. Nous découvrons qu'il y a de l'homophobie dans les banlieues. Diantre! Heureusement que la marche des fiertés en Seine-Saint-Denis est là pour nous ouvrir les yeux. Mais alors, mon sang tout d'un coup circule à la vitesse du mur du son. Mes neurones s'excitent comme jamais. Réfléchissons. N'y aurait-il pas un rapport entre homophobie et islam ? Le prophète ne préconise-t-il pas la lapidation de ceux qui ont des mœurs déviantes et tout ça et tout ça ? Non, non. Il paraît que ça n'a rigoureusement aucun rapport. Rigoureusement aucun ? Rigoureusement aucun. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.